Il y a quelques temps de cela, je t'ai demandé si tu avais quelques questions à me poser en ce qui concerne le trail ou bien alors moi-même, ou les deux en même temps. J'ai fait une sélection de toutes ces questions et on va tâcher d'y répondre aujourd'hui en prenant le temps une par une. C'est parti! Alors on va démarrer avec la première question de Anatoly. Comment as-tu découvert le trail et pourquoi tu aimes ça? Alors j'ai découvert le trail il y a une bonne vingtaine d'années en fait. Au début des années 2000, j'ai toujours aimé la montagne, ça c'est pas un secret. Et puis je voyais des gars qui couraient en montagne. Pour moi ça semblait un petit peu inconcevable. Je me dis mais comment ils font? Parce que je savais pas à l'époque que le trail c'était aussi de la marche. Donc voilà, je me posais la question sans vraiment trop m'y intéresser. Et puis bien entendu, au fil du temps, je m'y intéressais de plus en plus. Je voulais franchir le cap. Il y a un bon petit moment de ça. En 2016, j'ai vraiment franchi le cap. Mais bon, c'était une belle découverte. Et pourquoi j'aime ça? Tout simplement parce que ça réunit un peu tout ce que j'aime, le côté sportif, mais aussi le côté nature, aussi ce côté où je me retrouve seul avec moi-même. J'ai un peu ce côté très indépendant. C'est pour ça que j'expliquais dans d'autres vidéos que j'ai pas forcément besoin de faire de courses. Voilà, en soi, j'aime me surpasser, mais j'aime être en autonomie en fait. Voilà, c'est ce qui m'importe beaucoup. Et bien sûr, le côté montagne que j'aime par-dessus tout avec les sports d'hiver, etc. Deuxième question de Rémi, as-tu des objectifs pour 2021? Si oui, lesquels? Alors, comme je viens de l'expliquer juste précédemment, je ne m'octroie pas beaucoup de courses durant l'année parce que c'est pas vraiment ce qui me motive. Ça donne néanmoins quand même des objectifs d'entraînement et ça c'est plutôt pas mal, ça c'est vrai. Au niveau objectif, à part le marathon du Mont Blanc sur lequel je viens de me réinscrire il y a quelques temps, je n'ai pas vraiment d'objectif majeur, peut-être des courses qui seront improvisées par-ci par-là. Mais mon objectif majeur va rester le marathon du Mont Blanc, le format 42 km. Question de Sirmat, est-ce que tu pourrais faire une vidéo PPG comme Direct 8, mais exercices spécifiques pour les trails? Vraiment. Ouais, j'ai fait quelques exercices de PPG. Il y en a déjà quelques-unes sur ma chaîne. Faire une vidéo, ça demande quand même pas mal d'investissement, de temps. Les formats live me plaisent pas mal. Mais ça me prendrait beaucoup trop de temps à gérer en fait. Comme je veux toujours produire du contenu de qualité, ça reste délicat pour moi de faire ce genre de format. Je préfère axer tout mon travail sur des vidéos éducatives. Le côté renfo, je préfère préparer ça en amont, voilà, sur des programmes que je peux proposer après par la suite. Mais faire ça dans les vidéos, c'est un peu plus complexe pour moi parce que j'ai pas mal de choses à gérer à côté, donc un peu plus difficile. Mais de temps en temps, comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos, hein, il y en a déjà quelques-unes sur le travail de PPG, je pourrais en faire et en refaire. Mais lorsque vraiment, voilà, je sais que j'ai un créneau et que je peux me donner à 100%. Alors, question intéressante de Vince, peux-tu nous faire un résumé d'une semaine classique d'entraînement avant une course? Charge d'entraînement, temps d'entraînement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les semaines qui précèdent la course, forcément, on est ici en période d'affûtage. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la charge d'entraînement? On va lever le pied considérablement, en fait, progressivement et considérablement jusqu'à arriver vraiment à la moitié de ce que l'on pouvait faire en pleine période d'entraînement, voire un peu plus même. Charge d'entraînement, on peut garder en intensité, on peut garder toujours en intensité, mais forcément on réduit considérablement les volumes. Sur les footings, on va rester sur des 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend un peu la distance, ça va dépendre de pas mal de choses en même temps, parce que si on prépare un ultra, ou si on prépare une course de 10 km, forcément, les temps ne vont pas être tout à fait la même chose. Mais tout ce qui est entre 10 et 40 km, on va dire que voilà, on peut faire des footings d'environ 3/4 d'heure, 1 heure à des intensités relativement modérées, quelques accélérations pour garder de l'intensité. On peut même faire une petite séance fractionnée, très courte, pour garder de l'intensité. On fait en quelque sorte du jus, ce que l'on appelle, pour maintenir son niveau de forme, même si forcément quand on baisse la charge d'entraînement, la forme diminue. Par contre, on est en pleine récupération et on récupère tous les bénéfices de l'entraînement passé. Voilà, pour être dans une surcompensation optimale, c'est-à-dire un niveau de forme optimal. Une question de El Piero G.
Avec l'ouverture de la chasse reviennent les conflits possibles avec les chasseurs. Je ne les juge pas, je demande juste s'il y a une conduite à tenir face à un groupe de chasseurs quand on court en campagne ou en forêt. Écoute, je n'ai jamais eu de soucis en ce qui me concerne dans ma région. Voilà, tu vois, autour de chez moi, il y a pas mal de collines. J'ai croisé pas mal de chasseurs, j'en connais certains d'ailleurs. Je n'ai jamais eu de problème. La conduite à tenir, c'est que il faut rester, j'ai envie de te dire, en naturel. Faire attention lorsque tu vois des chiens, évidemment. Moi, j'ai tendance toujours à faire un petit peu de bruit. Tu sais, quand je vois des chiens ou quand je vois que ça bouge un petit peu, j'ai tendance à faire du bruit. Je sais pas si ça sert à grand chose, hein, je te le dis honnêtement, mais par acquis de conscience, je préfère faire ça. Je n'ai jamais rencontré de chasseur vindicatif, tu vois, agressif. Non, pas du tout. Ça s'est toujours bien passé. Les gens passent, te disent bonjour, de mon point de vue. Après, je sais pas, dans ma religion, mais si ça se passe plutôt bien, la conduite à tenir, donc pour résumer, je te dis, c'est de rester toi-même, de rester vigilant, bien entendu, et de toujours être visible. Moi, je pars toujours avec des couleurs qui sont relativement visibles, assez flashy. La nuit, la frontale, ou tôt le matin, frontale. Donc voilà. Question de Guillaume, comment organises-tu tes repas les jours précédents à un trail conséquent et le matin de l'épreuve? Alors, j'ai une hygiène alimentaire qui est relativement saine tout au long de l'année. J'ai pas un régime bien établi, donc je mange de manière équilibrée, en conséquence de ma préparation. C'est-à-dire que je l'adapte. Forcément, plus on va se dépenser, plus il va falloir des apports énergétiques. Donc sur la semaine qui arrive, les jours précédents, une course ou une épreuve, ou juste un run qui va être conséquent, je mange forcément un peu plus de condiments qui sont riches en glucides. Voilà, on verra en glucides à l'indice glycémique plutôt lent, du riz complet, peut-être des pâtes. Voilà, j'ai pas de truc vraiment précis. J'accompagne toujours ça avec forcément des légumes. Le matin, par contre, je reste assez simple aussi. Je vais prendre voilà, un jus de fruits, un petit bol de céréales, muesli. C'est pas plus compliqué que ça. Certains prennent des boissons d'attente par rapport au stress qu'ils peuvent vivre en pré-course. Je connais pas trop ça, étant donné que je fais pas trop de courses. Je n'ai pas vraiment la nécessité, mais il est vrai que le stress peut engendrer une perte d'énergie. C'est assez énergivore, donc perte de glucides, peut-être une boisson d'attente voilà, pendant les 2 heures, à boire gorgée par gorgée. Personnellement, je n'en utilise pas, mais peut-être à l'avenir, ça m'arrivera, j'essaierai, mais je n'en ressens pas le besoin aujourd'hui. Après, la question de Christophe qui rejoint un petit peu la question précédente, comment gérer sa nutrition avant et pendant la course pour une distance de 42 km et 2400 de D+, qui revient en gros à la distance du marathon du Mont Blanc. Gel, barres, vitamines, sels minéraux, etc. C'est tellement complexe, tu me parles de comment gérer sa nutrition. Je vais peut-être te donner moi mon avis, ce que je fais, mais ça va pas du tout convenir à d'autres. Moi je vois des gars, ils n'ont pas du tout besoin de la même quantité de glucides que moi, il y en a certains qui ne mangent pas, enfin ils mangent très peu, gèrent très mal leur alimentation, mais ils y arrivent quand même. Personnellement, pour en avoir fait l'expérience, je peux te dire que si je ne m'alimente pas correctement en glucides, chose que je faisais au début, je partais avec très peu de ressources. Je le payais assez cher au bout de quelques heures. Ça c'est sûr et certain. On se prend un mur dans la face et ça fait très mal. L'alimentation doit se faire de manière régulière. Elle doit être variée, bien adaptée et bien préparée aussi en amont. Je pense que c'est vraiment comme une horloge. C'est-à-dire qu'au niveau boisson, au niveau solide, il va falloir bien programmer tout cela et avoir un certain automatisme. Prendre sa gorgée toutes les 20 minutes au niveau du sucre, prendre des petites gorgées d'eau, prendre du solide quand c'est nécessaire, calculer tout cet apport-là au niveau glucides. Est-ce que tu es dans la consommation horaire idéale ou est-ce que tu es un peu en dessous ou est-ce que tu en as peut-être trop pris? Tout un processus qu'il faut mettre en place bien avant et pas se dire ah bon voilà il arrive le jour de la course je vais faire mon plan parce que déjà d'un ça va être assez compliqué, tu vas pas trop savoir où tu vas et de deux au niveau de l'estomac est-ce que tu vas vraiment le supporter? Il y a des gros problèmes gastriques chez pas mal de personnes donc il faut faire les tests avant et s'y préparer. Donc pour résumer en gros moi je jongle avec des boissons glucidiques, les gels. J'en ai toujours un ou deux, au cas où,
mais je suis pas très fan. Déjà au niveau de la texture, au niveau du goût, je suis pas super fan. J'ai des barres que je prépare des fois moi-même. Après il y a d'autres barres que j'affectionne particulièrement, que je garde aussi toujours sur moi. Je sais en gros la quantité de glucides qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je me fais un plan et en gros il faut que je sois dans les 60 grammes par heure. Voilà, au niveau de ma consommation. Donc je mélange ça entre boisson et solide. La seule chose que je compte pas vraiment, c'est le côté salé quand je me prends un sandwich par exemple. Mais tout le reste est plus ou moins comptabilisé sans que ce soit vraiment super précis. Mais je sais que dans l'ensemble, j'arrive à respecter une certaine quantité. Question intéressante aussi de FP Coach Sportif. Perd-on forcément du poids sur de longues distances? Oui. Évidemment, sur de longues distances, il va y avoir pas mal de choses qui vont rentrer en jeu. On va perdre du poids tout d'abord avec une grosse perte d'eau qu'on regagne évidemment très rapidement. C'est juste une perte d'eau. On va pas dire que c'est vraiment une perte de poids liée à la lipolyse, à la fonte de graisse. Sauf que c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut penser à se réhydrater très rapidement post-effort, boire régulièrement. Ensuite, évidemment que longue distance permet la perte de poids, tout simplement parce que il y a lipolyse. À partir d'une certaine temps d'effort, la lipolyse entre en action. Plus tu es entraîné et plus tu vas avoir tendance à entrer dans une phase de lipolyse, c'est-à-dire où tu vas brûler les graisses. Évidemment que tu vas perdre du poids, ça c'est sûr et certain. Mais bon, comme on le dit, derrière, en post-exercice, en post-course, comme l'hydratation, il faut penser à bien s'alimenter et avoir une bonne qualité de ce que tu vas ingérer. Ça va être vraiment indispensable et ça va être déterminant pour la phase de récupération qui s'ensuit. Question de Bretzel3600, où peut-on acheter les t-shirts que tu as sur ta vidéo YouTube? Alors pour être honnête, ce sont des t-shirts que je fais faire par mon fournisseur et ce sont juste des t-shirts promotionnels. Je ne propose pas les t-shirts en vente, c'est juste pour moi en fait et pour faire un peu la promotion de la marque. Il y a de la demande évidemment, mais pas assez pour que je puisse en produire. Si jamais un jour il y a quand même de la demande, un peu plus de demande que cela aujourd'hui, j'en ferai produire, mais c'est pas vraiment la priorité aujourd'hui. D'autres projets quand même en tête. Et dans tous les cas, je tiendrai informé tout le monde. Une question de Morel Noé, c'est dangereux de faire du trail seul? J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je t'y renvoie si tu l'as pas vu. Une vidéo, donc le trail, un sport dangereux, où j'explique en fait les subtilités du trail. Que c'est un sport qui peut être super, où on est en nature, où on peut être seul, mais forcément quand on est en nature assez retiré, en montagne, où il n'y a pas de réseau, ça peut être assez compliqué et très vite dangereux, donc il faut prendre quelques précautions en amont. Mais bon, tout ça c'est expliqué dans cette vidéo et je te mettrai d'ailleurs le lien juste au-dessus, tu pourras la visionner. Une question de Saint-Martin, Gigi Saint-Martin. Manchon de compression avant ou après? Moi, c'est après. J'ai fait une vidéo aussi sur ce qu'est vraiment la compression. Est-ce que les effets sont réels? Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce qu'il y a beaucoup de marketing autour de ça? Je ne peux pas répondre vraiment entièrement à la question au niveau de la qualité, au niveau aussi des bienfaits de la compression. Ou, de toute façon, je vais te renvoyer directement à la vidéo puisqu'elle explique ça vraiment en détail pour le coup. Ensuite, les manchons de compression, il faut savoir qu'il en existe deux sortes aujourd'hui. Il y a des manchons de compression pour la récupération, voilà, où la compression est graduelle. Donc j'explique ça dans la vidéo, tu pourras voir ça. Et qui s'utilisent pendant la course, que tu peux utiliser pendant la course, mais qui s'utilisent plutôt après. Voilà, ça favorise le retour veineux, etc. Et ça, c'est l'une des seules vraiment caractéristiques de la compression qui est réellement prouvé au niveau de la récupération. La récupération avec les manchons de compression, qui est un dérivé des bases de contention médicale. Voilà, ça marche aujourd'hui, c'est un fait. Pendant la course, il y a deux choses possibles. Il y a des manchons de compression qui sont, on va dire, destinés à la course, qui n'ont pas vraiment de compression graduelle, qui sont juste destinés à maintenir en fait les muscles, les mollets. Et là, donc, dans un autre point de vue, on explique sur certaines études que ça limite les vibrations, les oscillations musculaires qui, sur de longues distances, peuvent traumatiser davantage tout ce qui est en fait fibre musculaire et donc voilà, peut limiter la performance.
Donc j'explique dans la vidéo que si ça apporte un confort aux pratiquants, pourquoi pas, et d'ailleurs le confort fait partie aussi d'un des aspects de la performance, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment prouvé aujourd'hui. Il n'y a pas de réelle preuve tangible pour dire que voilà, un manchon de compression pendant la course va aider à aller plus loin, va aider à être plus performant. Voilà, c'est un peu plus délicat. Les études sont très limitées sur ce sujet et je pense qu'il faudra attendre encore quelques années. Ce qui est sûr, c'est que la compression pour la récupération est certaine, ça c'est plus à prouver aujourd'hui, ça marche, c'est un dérivé tout simplement des bas de contention médicale.